Situé à l'extrémité sud de la péninsule arabique, à peu près grand comme la France, le Yémen a longtemps évoqué, pour nous autres occidentaux, la reine de Saba, les rois mages ou les 1001 nuits. Mais le Yémen d'autrefois n'existe plus, bien que les frontières du Yémen actuel soient toutes récentes puisqu'elles ne datent que de 1990. En effet, ces frontières sont le résultat de la fusion du Yémen du Nord, une monarchie islamique qui avait Sanaa comme capitale, et du Yémen du Sud, une république communiste avec Aden comme capitale. Sanaa est aujourd'hui la capitale unique du Yémen réunifié. Mais en 2008, les frontières touristiques du Yémen ne sont pas les frontières officielles. Afin d'éviter les violences tribales et le terrorisme islamiste, de nombreuses régions sont soit interdites, soit fortement déconseillées. Heureusement, la partie ouverte du pays ne manque pas d'intérêt. Premier contact du voyageur moderne avec le Yémen, Sanaa, située au cœur d'un plateau à 2300 mètres d'altitude, est l'une des villes les plus anciennes du monde arabe. Elle fut sabéenne, puis chrétienne, avant l'arrivée de l'islam. Dans les premiers siècles de l'islam, Sanaa ne fut qu'une capitale provinciale un peu oubliée. C'est l'arrivée des Ottomans en 1547 qui va changer le statut de la ville en lui apportant la prospérité. Prospérité qu'elle gardera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pillée plusieurs fois par les tribus au début du XIXe, le retour des Turcs en 1872 intégrera Sanaa dans leur vaste empire en lui apportant une nouvelle prospérité. Dans les maisons yéménites si particulières, seuls les étages sont habités, le rez-de-chaussée étant réservé aux boutiques, ateliers ou entrepôts. Les étages supérieurs sont décorés par l'agencement des matériaux de construction et par l'application de plâtre dur qui surlignent les décors en briques et les entourages des fenêtres. Des fenêtres qui d'ailleurs se composent généralement de deux parties. La partie inférieure pour l'aération et la partie supérieure, souvent en demi-lune, pour la lumière. La plaque d'albâtre qui, autrefois, fermait cette partie supérieure, est aujourd'hui remplacée par des vitraux polychromes qui sont l'élément incontournable des maisons yéménites. Ces jardins potagers, disséminés dans la ville, ont été légués à Dieu par leurs propriétaires, donc à la communauté. Inconstructibles pour toujours, leur production est gérée par une organisation religieuse. Sanaa a toujours été liée à l'activité commerciale et artisanale, son souk étant l'un des plus anciens de la péninsule arabique. Il comprend une dizaine de marchés regroupés par secteur, une quarantaine de corporations et 1500 échoppes. Il y a 100 ans, les 3/4 de la population active de Sanaa y travaillait. Le souk de Sanaa suit la règle des zones tribales, le hijra, qui fait de lui un espace protégé et fortement codifié. Aucune violence ne peut y être commise, ni aucune vengeance exercée, ni aucun différend réglé. Les activités commerciales doivent être préservées avant tout. Après les épices parfois très colorées, des corbeilles d'encens. Cette résine qui fit la renommée du pays et sur laquelle nous reviendrons plus tard. Chaque corps de métier a son chef élu qui contrôle les marchandises, réprime les fraudes et arbitre les litiges. C'est aussi lui qui collecte le zakat, l'impôt religieux destiné aux pauvres. La tradition veut que le fils reprenne le métier du père et qu'il se marie dans son milieu social.
عميان Sanaa, qui ne doit son importance qu'à la position qu'elle occupait sur les routes caravanières de l'encens et de la myrrhe, comptait 80 000 habitants au début du XXe siècle. Sa population passa à 20 000 en 1948, après le pillage de la ville par les tribus et le départ des Juifs, qui suivirent la fin du règne de l'imam Yahya. Remontée à 60 000 en 1964, sa population était de 1 600 000 30 ans plus tard. Mais depuis l'entrée du Yémen dans le monde moderne, sa population ne cessa de croître et aujourd'hui, Sanaa et ses environs représentent près de 2 millions d'habitants. Avec un taux de croissance démographique de près de 4%, sa population ne peut donc que continuer à augmenter. Il existe une quarantaine de samsaras, des caravansérails dont très peu sont encore en activité. Ils servaient d'auberge pour les commerçants qui venaient à Sanaa et aussi de magasins de gros où les détaillants venaient se fournir. Bâtis à l'origine en dehors des souks, car les caravaniers n'étaient pas autorisés sur l'emplacement, la règle du hijra permit de les englober. Plusieurs rues convergent vers la place Bab el-Yaman qui permet de sortir de la vieille ville. Cette voiture avec haut-parleur collecte des fonds pour les moudjahidines palestiniens. À côté de la vieille ville, il y a aussi un Sanaa récent avec tous les délices de la civilisation moderne quant à la circulation des véhicules. Sanaa montre déjà que le Yémen est marqué avant tout par la montagne, une épine dorsale qui culmine à 3700 mètres au Djebel Nabi Chouaïb. Cette chaîne centrale est bordée par un système de hauts plateaux avec des reliefs centraux très abrupts. C'est d'ailleurs ce cloisonnement naturel qui a déterminé des régions très différenciées, à la fois dans leur personnalité comme dans leur climat, et qui explique l'organisation tribale de la société. Bokour est célèbre pour son promontoire qui domine la vallée de quelques 500 mètres d'à pic. Heureusement, enfants comme adultes ne semblent pas connaître le vertige. Ici, pas un coin de montagne, pas un piton rocheux qui ne soit occupé. Même l'endroit le plus inhospitalier abrite quelques maisons.
Comme on l'a déjà vu à Sanaa, les Yéménites construisent en hauteur. Les maisons-tours permettent d'assurer plus facilement la défense dans ces zones tribales où la sécurité est un souci constant, et en plus, elles limitent la prise au sol dans un pays où la terre est rare. Enfin, le manque de bois droit de charpente impose la construction de maisons étroites. La pierre est évidemment le matériau de construction, car ici, la matière première ne manque pas. Taillées en moellon, les pierres de grès pèsent souvent les unes sur les autres, sans aucun mortier de liaison. L'unique porte, relativement petite, doit rendre difficile l'attaque de la maison. Tous les Yéménites n'habitent pas que des maisons-tours, et certaines constructions n'ont que 1, 2 ou 3 étages. Cependant, on doit toujours respecter la règle qui veut que les paliers de l'escalier central desservent les pièces de chaque étage afin de ne jamais passer directement d'une pièce à une autre, ce qui permet de préserver l'intimité des femmes. Ces lézards, les warars, ont la réputation d'entrer en contact avec les djinns. On ne leur fait donc aucun mal, de crainte que le mal se retourne contre soi. Les pistes qui traversent les grandes étendues désertiques des hauts plateaux permettent parfois de rencontrer de vieux caravansérails. Construits entièrement en pierre et tout en voûte pour soutenir le toit, ils balisaient autrefois la légendaire route de l'encens. Sève cristalline d'un arbre qui pousse le long de l'océan Indien, l'encens fut longtemps l'or du Yémen, car très rare, mais très recherché dans l'Antiquité pour honorer les dieux. Les caravanes, ne pouvant franchir le désert inhospitalier au nord de la Dramaout, étaient obligées de passer par le Yémen pour remonter vers le nord. Cana était le point de départ de ces caravanes qui allaient rejoindre Dadan en Arabie. De là, elles repartaient ensuite pour Pétra, puis Gaza, où elles arrivaient après 72 jours de marche. De Gaza, l'encens repartait alors chez les Grecs et les Romains, son prix ayant été multiplié par 200. Les citadelles abandonnées, qui jalonnent la route de l'encens, en disent long sur les luttes pour contrôler le commerce de cette résine fabuleuse, car il fut le principal revenu de tous ceux qui se sont succédés à la tête du pays, et ils furent nombreux. En partant des premiers califats, en 628, le Yémen connut les Omeyyades, les Abbassides, les Jufirides, les Souleyades, les Haïdites, les Fatimides, les Ayyoubides, les Rassoulides, le retour des Haïdites, les Mamelouks, et enfin la première occupation des Ottomans en 1537. Pour vivre dans ce Yémen aride, il a fallu tailler chaque versant de montagne en terrasse, un travail titanesque, pour ériger ces milliers de kilomètres de murs en pierre qui ont parfois 3 à 4 mètres de haut, remonter la terre pour les remplir, les mettre en culture, les entretenir et souvent les reconstruire après chaque gros orage de mousson. Ces terrasses, qui s'échelonnent parfois sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé, sont le témoin d'une invraisemblable dureté de vie pour arriver à produire du mil, du sorgho, du café ou du khat dont nous parlerons plus tard.
Ici, chaque mètre carré de terre cultivable compte, et rares sont les terrasses qui permettent d'utiliser une charrue tirée par un bovidé. Le plus souvent, c'est à la houe qu'il faut cultiver la terre. L'eau est ici un problème important. D'ailleurs, le Yémen, dans son ensemble, est classé au niveau mondial dans les 10 pays les plus pauvres en eau. La seule eau disponible est celle qui tombe du ciel, celle qui permet d'arroser les terrasses et que l'on récupère dans des citernes ouvertes où viendront boire les animaux et que les femmes viendront chercher dans des bidons pour toutes les utilisations qui ne nécessitent pas de l'eau potable. L'eau en bouteille est évidemment disponible un peu partout, mais il faut l'acheter. Aussi l'eau des citernes fermées, potable, est-elle encore bien utilisée. L'accès aux villes et aux villages importants se fait par un excellent réseau routier construit récemment grâce à l'aide internationale. Pour les villages difficiles d'accès, ces routes se prolongent par des pistes que seuls les 4x4 peuvent emprunter, ce qui les met souvent en rude épreuve. La couleur bleue des pierres est due au dépôt de la gomme des pneus. Le village d'Al-Maouit a conservé beaucoup de charme. Ici, pas de briques. Tout est en pierre et la décoration repose uniquement sur l'agencement de ces pierres. Voilà, comme chez vous, voilà. Niché au creux de 4 pics et à une altitude de 2700 mètres, dominé par sa forteresse déjà attestée au XIIIe siècle, Taouila avait pour vocation de garder la longue vallée qui relie la Tiama au haut plateau de Sanaa. La bouse de vache, une fois sèche, servira de combustible.
Taouila connut son heure de gloire sous la deuxième occupation des Turcs au XIXe siècle, qui en avait fait la base militaire et le centre fiscal du district de Kaoukaban. Les hautes maisons accolées d'Ajara en font un vrai village fortifié du XIIe siècle. Le seul accès se fait par cet escalier qui mène à l'unique porte du village, porte que l'on refermait encore récemment tous les soirs après avoir rentré le bétail. Les matériaux de toutes sortes sont acheminés à dos d'âne, car tout ce qui rentre ou tout ce qui sort du village doit passer par cet escalier. L'intérieur ne comprend que quelques ruelles, très étroites, dont une seule effectue le tour complet. Cette cité continua d'abriter des Ismaéliens après la fin de la dynastie des Souleyades au XIIe siècle, d'où son caractère défensif. À 3000 mètres d'altitude, protégée sur trois côtés par une falaise vertigineuse, Kaoukaban fut autrefois la capitale du Yémen, sous le règne des Youfirides au IXe siècle. Le village pouvait soutenir de longs sièges grâce à ses citernes d'eau de pluie, et les Ottomans ne purent jamais s'en emparer. Bombardée en 1962 par les Égyptiens, lors de la guerre civile, la ville fut aux trois quarts détruite et de nos jours, elle ne compte plus qu'une centaine d'habitants. Construit par les Turcs au XIXe siècle, un impressionnant chemin pavé permet de relier Kaoukaban à Shibam, 500 mètres plus bas. Shibam a une longue histoire qui remonte au royaume pré-islamique d'Imrieux. En 829, elle devint la capitale d'une dynastie locale youfiride des Hauts-Plateaux. La grande mosquée est un souvenir de ces youfirides qui ont gouverné pour le compte des Abbassides avant de se rendre indépendants. La falaise qui domine Shibam est creusée de grottes troglodytes dont certaines sont encore habitées. L'élégance de l'architecture en pierre de Toula est renommée dans tout le Yémen. Ville de 80 000 habitants, elle est située à 50 km de Sanaa. Toula a gardé la trace de ses quartiers juifs avec ses deux maisons, reliées entre elles par l'étoile de David. La ville a été entièrement pavée par l'UNESCO
dans le respect de son esprit et de son histoire. La vieille mosquée arbore ses haut-parleurs qui soulagent le muezzin. Ces ânes attendent que le grain qu'ils ont amené soit transformé en farine par le meunier de la ville. Les corvées d'eau, comme un peu partout dans le monde, sont l'exclusivité des femmes. Oui. Les anciens remparts ne contiennent plus la ville qui a dû s'étendre au-delà. Les 7 portes qui entouraient la ville ouvraient autrefois à 6 heures et fermaient à 20h30. À une demi-heure de marche de Toula, Ababa possède la plus connue des citernes intérieures du Yémen. C'est dans le Wadi Dar, à 15 km de Sanaa, que l'on trouve le monument le plus célèbre du Yémen, le palais de l'imam Yahya, qui fut roi du Nord-Yémen de 1923 à 1948. Une monarchie très rigide, sans aucune relation avec l'extérieur. Aucun étranger ne pouvait séjourner dans le pays, et la circulation des Yéménites à l'intérieur du pays était soumise à une permission exceptionnelle du roi. Construit en 1930, sur commande du roi, le palais comprend des pièces de toute grandeur, des passages secrets et des niches de garde. Des vitraux, tous différents, éclairent le mafraj, le salon d'apparat des hommes. Un grenier permettait une autonomie de 3 mois et le palais possédait un puits profond de 130 mètres. À côté du palais, au milieu des champs de Kat, le petit village d'Al-Gabel.
La Tiama, c'est la longue et étroite plaine côtière qui longe la mer Rouge. C'est sur cette côte que l'on construit encore quelques boutres, ces bateaux de faible tirant d'eau et à large coque qui, selon le type, peuvent faire du cabotage ou traverser l'océan Indien. Construits en teck importés de l'Inde et en acacias locaux choisis pour leur forme, ils étaient autrefois assemblés avec des cordelettes de fibres de noix de coco. Mais de nos jours, les clous ont remplacé les cordelettes. Si la Tiama, sableuse et au climat très aride, est impropre à l'agriculture, il n'en est pas de même pour la pêche. Le poisson se retrouvera vite dans un de ces nombreux petits marchés locaux disséminés le long des Tiama. Ces petits marchés, où l'on peut aussi se restaurer, sont très importants pour les gens du pays, car ils leur permettent de vendre ce qu'ils produisent pour acheter ce dont ils ont besoin, bien que l'offre soit très limitée et réduite à l'essentiel. Aidé par deux enfants, un forgeron fabrique ou répare des petites pièces à la demande. Ce charbon de bois est un combustible apprécié dans les zones où le bois est rare. Agneaux ou chevreaux n'iront souvent pas bien loin pour terminer leur vie. والله خلاص يا احيى تصحح اللحمه تصحح اللحمه ها تصحح اللحمه بسرعه كلها
يا اخي اسمع هذا مشي مش Quelques petites villes ponctuent la route côtière tout le long de la Tiama. On y vient pour prendre quelques moments de détente, acheter des produits manufacturés, des légumes ou des fruits, comme ces mangues emballées individuellement ou des pâtisseries très colorées. Les animaux ne sont pas oubliés avec ce fourrage bien vert qui sera très apprécié. À mi-chemin entre la mer et la montagne, Zabid fut construite et fortifiée au début du IXe siècle. Elle devint une grande université sunnite et la capitale des dynasties ziyadites, ayyoubides et rassoulides. Zabid compte 29 mosquées et 53 écoles coraniques, mais on en comptait plus de 100 au XVe siècle. Elle fut le plus grand centre religieux universitaire sunnite avant que naisse Al-Azhar au Caire. On y enseignait, en plus de la pensée sunnite, le droit, l'histoire, les mathématiques, y compris l'algèbre, et l'astronomie. Zabid prospéra surtout durant la période ayyubide, où 120 000 palmiers dattiers, recensés en 1404, y furent plantés et de nombreux palais construits. La ville était divisée en 4 secteurs où habitaient les dignitaires, les étudiants, les commerçants et les artisans. Les grandes propriétés étaient entourées de hauts murs et de labyrinthes défensifs qui cachaient les façades des salons de réception, toujours somptueusement travaillés, ce qui a valu à Zabid d'être classé en 1974 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'intérieur, les plafonds peints d'arabesques ou de motifs floraux sous lesquels il faisait bon vivre. Zabid déclina au XVIe siècle lors de la première occupation turque. Cachée derrière ces murs d'épineux, l'Afrique. En effet, celle-ci n'est distante que d'une soixantaine de kilomètres de la Tiama, ce qui explique une population d'origine africaine ou abyssine. Mais les touristes ne sont pas les bienvenus pour cette tribu et ils sont reçus à coups de pierre. D'autres, par contre, sont plus avenants. Leurs cases sont construites en pierre, mais avec une technique bien différente des Yéménites des hauts plateaux, et on se demande comment ces murs peuvent bien tenir debout. Ces minorités venues de l'autre côté de la mer Rouge ont gardé quelques aspects de leur culture d'origine, ce qui explique que les femmes, contrairement aux Yéménites de souche, ne sont pas voilées et qu'elles sortent librement. Descendants des Abyssins éthiopiens, qui envahirent le Yémen en 529 avant notre ère, ils forment la plus basse classe du Yémen, les Akdams. Si les familles pratiquent tout un peu d'agriculture et d'élevage, les hommes sont surtout employés comme ouvriers agricoles ou éboueurs. Le ramassage des ordures les faisant alors considérés comme intouchables. Ils n'ont pas le droit de porter la djambia, le poignard yéménite, mais par contre, ils sont placés sous la protection des tribus, comme tous les gens de descendance impure, et les Yéménites armés
n'ont pas le droit de les attaquer. Il ne faut pas oublier que la société yéménite est divisée en classes. Les Sadas forment la classe supérieure religieuse. Immédiatement après, les membres des tribus, qui règnent surtout dans les campagnes. Les Kalibis sont les propriétaires terriens. Les Arabadars sont les citadins par opposition aux Bédouins qui, eux, sont nomades. Les Bénis sont les gens de basse classe qui servent les autres Yéménites. Et enfin, au bas de l'échelle, les Agdams dont nous avons parlé. Chaque vendredi, les habitants de la Tiama se rassemblent à Beit al-Faqi, car ici tient ce jour-là le plus grand marché de la région côtière, avec un énorme marché aux bestiaux. Beit al-Faqir signifie la maison du lettré. Ce nom fut donné à la ville en souvenir d'un guérisseur qui, au XIIIe siècle, soignait les malades au moyen de ventouses. La maigreur de certains animaux en dit long sur les conditions d'élevage. Les moutons se sont adaptés au pays en possédant des réserves de graisse situées soit dans des bosses de chaque côté de la queue, soit dans un renflement à l'extrémité de la queue elle-même. Beit al-Faqir est la capitale de la tribu Zaranique qui se révolta contre l'imam Yahya en 1930, mais qui fut défaite par les fidèles de l'imam. Chaque communauté tribale organise des marchés hebdomadaires afin de rassembler l'argent nécessaire à l'achat de biens qu'elle ne peut produire elle-même. Lors des conflits armés, les places de marché et les routes qui y conduisent sont déclarées zones de paix pour permettre aux acheteurs et aux commerçants de s'y rendre et d'effectuer leurs échanges. Au XVIIIe siècle, ce marché fut établi comme centre de négoce et de calibrage du café. Les balles étant alors envoyées au port de Mocha, d'où elles partaient pour la Turquie, l'Iran, l'Inde et l'Europe. Une époque bien révolue de nos jours, car il serait bien difficile d'y trouver une balle de café. La partie couverte du marché est surtout consacrée au fouta, ces longues pièces de coton que les hommes portent enroulées autour de la taille. Non loin du Yémen désertique, il existe un autre Yémen, le Yémen vert, dont Hib serait la ville principale. La pluie de mousson s'y déverse plus souvent et avec plus d'abondance que dans le reste du pays. D'ailleurs, il pleut davantage à Hib qu'en région parisienne. C'est à cause de cette zone
tempérée et arrosée, que le Yémen était appelé par les Grecs et les Romains l'Arabia Félix, l'Arabie heureuse, par opposition à l'Arabie désertique du reste de la péninsule arabique. Céréales, légumes, fruits poussent ici en abondance et font de cette région le grenier du Yémen. Le kat profite évidemment de ce généreux climat. Les feuilles persistantes de cet arbuste produisant un effet euphorisant qui efface la fatigue et qui calme la faim. Les feuilles sont gardées en boule dans la joue, alimentées par de nouvelles feuilles tout au long de l'après-midi. Le kat est devenu un vrai problème dans ce sens qu'une bonne partie du temps des Yéménites y est consacrée, ainsi qu'une bonne partie du budget des ménages. Mais la production de kat représente une part tellement importante dans le revenu des paysans que personne ne songe réellement à lutter contre lui. Situé dans ce grenier du Yémen, à 2000 mètres d'altitude, Ibb voudrait bien devenir un grand centre touristique. Le centre de la vieille ville date du XIe et du XIIe siècle et l'architecture y est très diverse car chaque doctrine musulmane a voulu imposer son style. À 8 km d'Ibb, entouré par 2 wadis, Jibla fut fondée dans les années 1100 par la dernière reine de la dynastie des Souleyades, la reine Arwa. Les Souleyades, voulant propager l'ismaélisme, finirent par contrôler presque tout le Yémen, mais leur chef, Al-Soulahi, fut rapidement contesté et assassiné. Le pouvoir passa alors à son fils, puis à son épouse, la reine Arwa, qui, pour éviter tout conflit avec les imams zaïdites, quitta Sanaa pour venir s'installer à Jibla, où elle fit bâtir la grande mosquée et le palais. Les 2 minarets sont plus tardifs. Forte personnalité, fine lettrée et très religieuse, la reine Arwa connaissait par cœur le Coran et les évangiles,
et sut apporter à la région la paix, la culture et l'essor économique. À côté du Mihra, dont la décoration est d'inspiration fatimide, le mausolée de la reine Arwa. C'est la seule femme à avoir été enterrée dans une salle de prière. Une petite école coranique est accolée à la mosquée. La coupole de la mosquée Koubat Beit al-Zaoum est toujours très remarquée. Hiçbir şey yok artık, gözüm gönlüm görmüyor asla. Gel zalim yar, zulmün sardı dört yanı, sihir ettin aşımı. Gel aman yar, sana hala vurgunum, kırdın sabır taşımı. Ne gündüz ne gece ümidim yok artık, hadi hadi canım gel. Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar, küserim seninim, deliyim deli yar. Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar, kopamam yapamam yaşamam o zaman yar yar. Le Yémen, c'est aussi, malheureusement, ces sacs plastiques qui tapissent les rues de nombreux villages et qui restent là, car on ne sait que faire des ordures. Le Yémen, c'est encore ces femmes voilées qui ne voient le monde extérieur qu'à travers un tissu ou une fente d'1 centimètre de large. C'est encore ces fillettes voilées, peut-être déjà promises à un homme. Et comment oublier cette classe où sur 40 élèves, il n'y avait que 2 filles entièrement voilées qui se cachaient au fond de la salle. Mais le Yémen progresse dans l'émancipation de la femme puisqu'il détient le record mondial de la plus jeune divorcée. En 2008, Najoud, à 10 ans, a pu se séparer d'un mari qui en avait 30. Je voudrais qu'on connaisse mon histoire, qu'on ne marie plus des filles comme moi. Le Yémen, c'est aussi la passion des armes. Le port de la jambia à la ceinture est le signe que l'on est devenu un homme. Ce poignard à lame recourbée, symbole tribal devenu national, marque la richesse de celui qui le porte par les matériaux utilisés. Objet d'apparat, sa lame est néanmoins régulièrement aiguisée, aussi ne quitte-t-il jamais son propriétaire, quel que soit son métier ou sa fonction. Ces hommes qui déambulent dans leur village ont tous les 3 une kalachnikov à l'épaule, en plus de leur jambia bien sûr. On estime qu'il y aurait au Yémen
plus de 50 millions de kalachnikovs pour les 22 millions d'habitants. Il est très valorisant d'en posséder non pas une, mais 2 ou 3, car au Yémen, un homme sans armes n'a aucune valeur. Dans les zones tribales, c'est avec les armes que l'on règle les conflits, et plus de 1000 personnes sont tuées chaque année dans ces règlements. Mais des voix s'élèvent aujourd'hui contre ce trafic, aidées par une ONG menée par un ancien avocat qui, en 2007, a réussi à faire interdire officiellement l'entrée et le port des armes à feu dans les villes. Enfin, le Yémen, c'est encore la passion de la musique et de la danse qui a su résister aux théologiens de l'islam, mais que seuls les hommes peuvent pratiquer en public, et qui compense un peu la dureté de la vie dans ce pays entre ciel et terre qu'est le Yémen.